Tchad, nouveau bombardement des Libyens. La France se tait toujours et des négociations s'organisent. Jean Popren, du Parti Socialiste, est l'invité de ce journal. Au Chili, 17 morts, c'est le bilan de la 4e journée de protestation contre le gouvernement de Pinochet. Attentat à Lourdes ce matin, 48 heures avant la venue du pape, pas de victimes. Christian Paris, le 3e suspect dans l'affaire d'Avignon, a été arrêté cet après-midi. Bonsoir. Au Tchad, les bombardements libyens continuent et l'activité diplomatique s'intensifie. Hier soir et ce matin, en effet, l'aviation libyenne a bombardé la ville d'Oumchalouba, au nord-est du Tchad. Cette petite ville, les forces gouvernementales s'en étaient emparées mercredi dernier, les forces d'Hissène Habré. Et cette nouvelle attaque intervient au lendemain de la prise de Faya-Largeau par les forces rebelles de Goukouni, soutenues par les Libyens. C'est donc maintenant une guerre de position qui se déroule dans le nord du Tchad. Les réactions à N'Djamena, Jean-Marc Ilouz les a recueillies en interrogeant le correspondant de l'AFP, Christian Millet. Écoutez. La population, elle, vaque à ses occupations avec la quasi-nonchalance habituelle aux villes du Sahel, mais on sent tout de même une certaine inquiétude en se demandant ce qui va se passer. Est-ce qu'à Faya-Largeau, les victimes civiles ont été nombreuses, autant que vous sachiez? Pour autant qu'on sache, oui, les victimes civiles ont été nombreuses à Faya-Largeau. À en croire les autorités, elles ont d'ailleurs été beaucoup plus nombreuses que les victimes militaires. Mais le nombre de victimes n'est absolument pas connu. Aussi bien Hissène Habré que son ministre des Affaires étrangères, Idriss Miskin, ont en tout cas parlé à plusieurs reprises de véritables génocides. Et, à les en croire, la localité de Faya serait complètement rasée. Hissène Habré a-t-il toujours ses meilleurs soldats? Il semble effectivement que la retraite des troupes d'Hissène Habré ait été assez bien organisée, et même beaucoup plus tôt qu'on ne l'a su. Dès le milieu, ou en tout cas dès la fin de la semaine dernière, Hissène Habré avait commencé à ramener sur N'Djamena non seulement du matériel, mais aussi des troupes, et sans doute parmi les meilleurs. Est-ce que le gouvernement tchadien est satisfait et soulagé de la présence française ou la juge-t-il largement insuffisante? Le gouvernement tchadien la trouve largement insuffisante puisque l'essentiel pour lui n'est pas d'envoyer des instructeurs, mais d'envoyer l'aviation. Christian Millet, est-ce que la chute de Faya-Largeau, s'ajoutant aux rumeurs de négociations répandues par la Libye, fait craindre à N'Djamena une sorte d'accord qui verrait la partition du Tchad? Bon, c'est un très vieux thème qui est régulièrement abordé. Hissène Habré a d'ailleurs plusieurs fois accusé la France, notamment à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, de vouloir partager le Tchad. Et il est clair qu'Hissène Habré n'entend certainement pas négocier, il l'a dit, avec ce qu'il appelle des sous-fifres, des valets de la Libye, des gens qui n'ont, en tout cas pour lui, aucun pouvoir réel de négociation. C'est-à-dire Goukouni Ouédé et les gens du gouvernement d'Union nationale de transition. Pendant ce temps, le pont aérien entre la France et le Tchad se poursuit. 3 nouveaux avions vont quitter Toulouse ce soir, emmenant une centaine d'hommes. Du côté du gouvernement, c'est toujours le silence. Max Gallo, le porte-parole, devait tenir une conférence de presse cet après-midi. Il y a renoncé, estimant qu'il n'y avait pas assez d'éléments nouveaux dans cette affaire pour en parler. Néanmoins, dans les milieux officiels, on indique qu'une négociation a lieu actuellement et cela impose le silence. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'une intense activité diplomatique se développe autour de ce pays, par le biais de l'ONU. Les Américains sont très actifs, les Libyens aussi, et les Français doivent se réunir avec les Africains à Brazzaville, au Congo, ce week-end. Sur cet aspect diplomatique, l'analyse Philippe Arroir. La France a répondu non à la Libye qui, hier, dans une apparente ouverture de paix, l'avait invité à renverser le président Hissène Habré pour parvenir à un règlement pacifique du conflit tchadien. À Paris, on précisait ce soir que le contact était maintenu avec la Libye, et ce depuis le début de la crise. On indiquait aussi au Quai d'Orsay que la France soutenait le gouvernement légitime du Tchad, c'est-à-dire celui dirigé par M. Hissène Habré. Avec les États-Unis, les relations tournent de plus en plus à l'aigre. Hier, le président Reagan a montré que les objectifs entre Paris et Washington n'étaient pas les mêmes. Ronald Reagan rappelle que la protection du Tchad est l'affaire de la France et que les Américains n'ont pas l'intention d'intervenir. Le président américain ajoute qu'il ne sait pas très bien jusqu'où les Français ont l'intention d'aller sur le plan militaire et qu'il ne savait pas si la France ne négociait pas avec Kadhafi. Dans Antenne de midi, Michel Joubert, ancien ministre des Affaires étrangères, estimait que la pression américaine sur la France commençait à devenir insupportable.
En l'occurrence, je trouve que le gouvernement français fait bien de réfléchir avant d'agir. Surtout que nos amis américains, selon la formule habituelle, ont tout fait pour nous pousser à l'intervention. Alors, il faut s'interroger là-dessus. Est-ce que les Américains ont un intérêt à régler un compte avec Kadhafi? S'ils veulent le régler, qu'ils le règlent directement. Mais voilà, le président Reagan n'a pas la possibilité d'obtenir de son Congrès que ça se passe comme ça. Alors il cherche quelqu'un qui pourrait peut-être, au nom de ses responsabilités africaines, et on nous dit gentiment, on ne nous rappelle pas que c'est au nom de nos anciennes responsabilités coloniales, on nous dit allez-y messieurs, intervenez, et même par avion. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas intérêt à nous précipiter tête baissée dans un grand jeu qui nous est proposé par les Russes et par les Américains. Si ces messieurs veulent faire quelque chose, qu'ils le fassent directement. Invité de ce journal, Jean Popren, secrétaire national du Parti socialiste. Alors Jean Popren, le silence du gouvernement français, vous l'estimez justifié? Silence me paraît au moins excessif. Encore aujourd'hui, le porte-parole a été amené à s'exprimer. Il a insisté sur la nécessaire prudence. Je crois que chacun comprend que dans cette affaire complexe, délicate, ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Ce sont les décisions, ce sont les actes, et de ce point de vue, il y en a eu. Alors, je voudrais dire à ce propos que le vacarme que nous entendons depuis près de 48 heures d'un autre côté est pour le moins choquant, surtout... L'autre côté fait l'opposition. Oui, surtout lorsque j'entends tel personnage qui tenait un rôle dans les gouvernements précédents, comme ce fut le cas aujourd'hui chez l'un de vos confrères, emboucher les trompettes épiques, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la guerre, il faut bombarder, il faut envoyer des avions. Je rappellerai que quand ces messieurs avaient la responsabilité des affaires, ils ont en effet livré une guerre au Tchad. Ils l'ont perdue. Bien alors. Puis par la suite, au premier soldat libyen qui est arrivé, ils ont évacué le Tchad. Et que lorsque ce gouvernement, le gouvernement et le président François Mitterrand sont arrivés aux affaires, ils ont trouvé les Libyens au Tchad. Voilà la réalité. Bien alors le PS a dit hier qu'il soutenait inconditionnellement la position du gouvernement. Est-ce que cette position, d'abord, vous la connaissez précisément? Nous avons dit très exactement, nous soutenons sans réserve. Cela veut dire deux choses, et qui correspondent en effet aux deux axes essentiels de la politique gouvernementale. D'une part, il y a maintenant un fait nouveau, depuis quelques jours, quelques semaines, incontestable, incontesté d'ailleurs, à savoir qu'une armée étrangère, l'armée libyenne, est intervenue au Tchad. À partir de là, le gouvernement français ne peut pas rester inactif, ne peut pas ne rien faire et ne rien dire. Et d'autre part, notre objectif, c'est d'éviter l'internationalisation du conflit, c'est de créer les conditions de négociation. Qui ne peut les souhaiter? Mais évidemment, il faut avoir pour cela un certain nombre d'atouts en main. Les deux préoccupations sont donc conjointes. Est-ce qu'une négociation est en cours en ce moment? Je ne suis pas membre du gouvernement et je comprends parfaitement la discrétion du gouvernement dans une affaire aussi complexe et délicate. Comment vous jugez cette intervention? C'est une intervention ferme, une intervention timide? C'est une intervention qui, au stade actuel, est adaptée aux nécessités du moment. Les décisions annoncées par Charles Hernu, ministre de la Défense, l'opération Monta, il y a 3 jours, se développent comme il avait été prévu méthodiquement. Elles correspondent, je le répète, aux nécessités du moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Jobert quand il parlait tout à l'heure des Américains en disant qu'ils allaient un peu loin en réglant leur compte avec Kadhafi? Le fait est que la dernière intervention du président Reagan est assez, disons le mot, insupportable. Il faudra que M. Reagan s'y fasse. Le gouvernement de la France se détermine librement et dans ses affaires, il mène lui-même les affaires de la France. Vous avez l'impression que derrière Kadhafi, derrière les Libyens, il y a l'Union soviétique? Nous savons un certain nombre de choses. Mais sans vouloir envenimer en rien une situation délicate, il apparaît bien que Kadhafi reçoit pour cette opération un certain nombre d'armements. Et c'est vrai que c'est un fait préoccupant. Dernière question, Jean Popren. Est-ce qu'au Parti socialiste, tout le monde est d'accord sur ce problème? Nous avons élaboré ce communiqué hier, dont vous avez bien voulu parler. Nous nous sommes réunis ce matin. Et la réunion de ce matin a pris à son compte le communiqué d'hier. Incontestablement, nous voulons tous, tout à la fois, faire face à ce qui est aujourd'hui une agression, et nous voulons créer les conditions de la négociation pour que le peuple du Tchad, comme tous les peuples d'Afrique, puisse, dans la paix,
bénéficier de son droit à l'indépendance. Voilà la position Parce que des Jean-Pierre socialistes. Chevènement disait il faut tenir la France à l'écart d'un terrain glissant, il semblait peut-être... Mais ce terrain est glissant. Un peu Je ne sais plus pas si ancré. c'est le mot adapté à ce désert, mais c'est vrai disons qu'il est mouvant aussi. Merci Jean Popren. Autre pays, autre point chaud, le Chili. 17 morts, c'est le bilan officiel des affrontements qui ont eu lieu la nuit dernière dans tout le pays à l'occasion de la journée de protestation contre le régime de Pinochet. C'était la 4e journée de protestation nationale. Le général Pinochet a de plus en plus de mal à contrer l'opposition qui, elle, se durcit de plus en plus. Bruno Albin. Hier matin, le général Pinochet donnait pour consigne à son nouveau gouvernement de préparer l'ouverture politique. Il ordonnait en même temps à 18 000 soldats et policiers de quadriller Santiago. La consigne donnée était de réprimer. Elle a été appliquée strictement. Des scènes de ce genre se sont déroulées dans tout le pays, à Valparaíso et à Concepción, au sud du Chili. Des arrestations ont eu lieu, 500 personnes ont été appréhendées. Malgré le couvre-feu décrété par le gouvernement chilien, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue pour la 4e fois depuis le printemps dernier. Cette manifestation devait être, de l'avis de ses organisateurs, la répétition du 11 septembre prochain. Ce jour-là, en effet, il y aura 10 ans que le coup d'État du général Pinochet a renversé le président Salvador Allende. Les 3 dernières manifestations avaient provoqué des affrontements, c'est vrai. Mais regardez bien ces images. Le soldat qui tire prend le temps de viser soigneusement. Il ne s'agit pas d'un tir d'intimidation ni de dissuader les manifestants. Hier, à Santiago, on a tiré et on a tué. Un journal chilien parle ce soir de 17 morts. 17 morts parmi lesquels on dénombre 3 enfants de 8, 9 et 10 ans. En ayant recours à cette répression violente, le général Pinochet a brisé le fragile espoir qu'il pouvait caresser d'adoucir de lui-même et de l'intérieur la dictature qu'il exerce depuis 10 ans. Son nouveau gouvernement d'ouverture politique a déjà les mains tachées de sang. La venue du pape à Lourdes et l'attentat qui a eu lieu ce matin. En France, c'est dimanche. Vous savez que Jean-Paul II sera dans notre pays pour un pèlerinage de 2 jours à Lourdes. Une visite au cours de laquelle le pape rencontrera les dirigeants français, notamment François Mitterrand, avec qui il aura un entretien d'1 heure samedi à Tarbes. Mais ce matin, à Lourdes, c'est un attentat dont il était le plus question. À 48 heures de l'arrivée de Jean-Paul II, une bombe a explosé, détruisant la première station du chemin de croix. Heureusement, cet attentat n'a pas fait de victimes. Il a été revendiqué, mais par un groupe inconnu et apparemment fantaisiste. Quoi qu'il en soit, cet attentat relance la polémique sur la sécurité au moment de la visite du souverain pontife. L'enquête de Jean-Claude Darigo. L'explosion qui a détruit cette nuit à 2h30 la première station du chemin de croix des sanctuaires de Lourdes a bien sûr alimenté les conversations, les discussions dans la cité mariale. On continue ce soir à formuler des doutes sur l'existence réelle du commando arrêt-curé qui a revendiqué l'attentat, même si aucune menace ici n'est prise à la légère. La conversation téléphonique des terroristes n'a-t-elle pas précisé qu'ils se débrouilleraient pour susciter de nouvelles actions au moment même de la présence de Jean-Paul II, qualifié par eux de PDG de la multinationale Vatican. Si les auteurs de l'attentat voulaient affoler les services de sécurité et semer la panique, eh bien l'effet est raté. Les mesures de surveillance prévues sont bien sûr maintenues, mais on ne voit pas à Lourdes de signes qui permettent de conclure qu'on craint plus pour Jean-Paul II aujourd'hui qu'après l'explosion de cette nuit. La police va suivre de très près les mouvements de foule et les individus suspects seront contrôlés. Mais ici, la prière et la préparation du voyage du pape se poursuivent dans le calme. Un élément nouveau sur dans l'enquête sur la tuerie d'Avignon. Christian Paris a été interpellé à Montpellier en début d'après-midi. C'est le 3e homme qui était recherché par le SRPJ après la tuerie du Sofitel qui avait fait 7 morts. Christian Paris est un repris de justice qui appartenait au milieu lyonnais. Il était, paraît-il, sur le point de se rendre à la police. Patrice Pelé. On le cherchait à la frontière de l'Espagne et de la Suisse. Christian Paris se cachait tout simplement dans les environs de Montpellier. En début d'après-midi, vers 14 h, il prend un dernier verre dans un café situé à côté du palais de justice. Il avait l'intention de s'y constituer prisonnier en se présentant au juge d'instruction. À 13h57,
Paris a été pris, il venait de descendre d'une voiture, il était à pied, pas d'armes, rien, pas de résistance. Est-ce que vous saviez d'où il venait? On pense qu'il venait de Palavas et qu'il s'était caché à bord d'un bateau. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'aurait vendu? C'est vrai, on a remué beaucoup de monde depuis quelque temps dans la région d'Avignon et dans certains secteurs, et ceci a eu pour conséquence de bouger. Et Paris m'intéressait depuis le début comme un témoin important, et je voulais savoir de quoi il en retournait. Il va s'expliquer maintenant et nous allons vérifier tout ce qu'il va nous dire. Est-ce que vous continuez à croire que le massacre de l'hôtel est tout simplement une opération la bavure? Pour l'instant, moi je cherche dans ce domaine de la crapulerie des gens qui ont voulu s'emparer d'objets qui étaient dans un coffre, vraisemblablement, et que tout a mal tourné en ce qui les concerne. C'est ici, au café La Coquille, que Paris s'apprêtait à prendre un verre avant de se rendre. Les policiers, avertis de sa présence, l'ont immédiatement reconnu et arrêté. Il était assis à la table où il y a les verres, là, voilà. Et juste au moment où j'y allais, la police est arrivée. Est-ce qu'il avait l'apparence d'un homme traqué? Ça, je ne peux pas vous dire. Je sais, en tous les cas, je sais qu'une chose. Quand il a passé les menottes, il avait le sourire. Hein. Il a pris une cigarette et le policier l'a allumé. Est-ce qu'au moment où il s'est fait arrêter, il était armé? Ah, ça, je ne sais pas. Je sais qu'il avait un sac de sport avec lui. Un sac Puma, je crois, rouge. Et... Non, il était... je pense pas qu'il soit armé, puisqu'il était décontracté et tout. Hein. Moi, je l'ai vu décontracté. Hein. Et puis, ce matin, il y avait beaucoup de monde autour du palais de justice d'Avignon. Jean Roussel y était pour la première fois entendu par le juge d'instruction. Protégé par un énorme dispositif policier, se cachant de la foule qui cherchait à le voir, il regagnait sa cellule en début d'après-midi. Avec l'audition de Jean Roussel et surtout l'arrestation de Paris, cette journée pourrait être décisive pour la suite de l'enquête. À Aix-en-Provence, arrestation du meurtrier présumé d'un jeune maghrébin de 18 ans tué mercredi matin. Cet homme a avoué avoir tiré les coups de feu mortels. Économie, avec d'abord cette information à propos du budget, mais qui intéresse beaucoup de Français. La taxe sur les magnétoscopes pourrait augmenter de 30%. C'est une des hypothèses envisagées dans la préparation du budget de la communication. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. L'arbitrage du gouvernement n'a pas encore été rendu. Ensuite, les hôpitaux, qui à l'avenir devraient être plus rentables. C'est l'objectif en tout cas de la réforme du financement des hôpitaux, dont le décret est paru ce matin au journal officiel. Cette réforme prévoit une modification radicale des règles de gestion des hôpitaux en France, dans le sens d'une plus grande rigueur et d'un meilleur rendement. Laurent Carenzo. Petite révolution tranquille dans le monde des hôpitaux. Les règles de gestion vont être complètement modifiées d'ici à 1985. L'objectif de la réforme est de freiner les dépenses de sécurité sociale dont le budget atteint 1000 milliards de francs par an. Urgence des urgences, arrêter la course folle des dépenses hospitalières qui représentent 35% de la consommation médicale. Jusqu'à présent, la gestion des hôpitaux était fondée sur le système dit du prix de journée. En d'autres termes, un directeur d'hôpital avait intérêt à remplir au maximum les lits disponibles afin de toucher le forfait versé par les caisses d'assurance maladie. Ainsi, on conserve aujourd'hui dans des hôpitaux des malades qui pourraient tout à fait rentrer chez eux et être soignés 10 fois moins cher à domicile. Le nouveau système, lui, ne tiendra aucun compte du taux de remplissage. Chaque hôpital sera doté chaque année d'un budget global qu'il devra gérer au mieux en concertation avec les caisses d'assurance maladie. Mieux, on introduit dans les hôpitaux des règles de gestion d'une véritable entreprise. Ainsi, chose pour le moins exceptionnelle dans un service public, les gestionnaires pourront réinvestir directement les bénéfices s'ils réussissent à en dégager. Bien sûr, cette réforme ne sera que progressive, mais elle risque à terme de modifier profondément les rapports entre les hôpitaux et les malades. On ira sans doute aussi souvent à l'hôpital qu'aujourd'hui, mais on y restera moins longtemps. Une baisse très nette du nombre des chômeurs indemnisés en juillet, 2,6% de baisse selon l'UNEDIC. Le nombre des chômeurs indemnisés était à cette date de 1 623 000 personnes. Le dollar, il a marqué le pas aujourd'hui, un peu plus de 8 francs 20 tout de même, 8 francs 207 précisément. Une légère détente donc sur la monnaie américaine, mais après une semaine où elle n'a cessé de battre des records.
Sachez encore qu'au Liban, les affrontements des 2 derniers jours ont fait 27 morts et 66 blessés. Ils opposaient l'armée libanaise à des miliciens druzes autour de Beyrouth et dans le Chouf. À Genève, Licio Gelli s'est bien évadé. Le grand maître de la loge maçonnique P2, à l'origine de nombreux scandales en Italie, avait obtenu la complicité d'un gardien de sa prison en Suisse. Le gardien a été arrêté. Enfin, la mort de Jean-Louis Im, notre collaborateur au bureau d'Antenne 2 à New York. Nous vous le disions il y a 2 jours, Jean-Louis Im avait été attaqué dans le métro new-yorkais en se rendant à son travail. Il avait reçu une balle dans la tête. Il a aujourd'hui succombé à ses blessures. Les informations relatives aux vacances maintenant. L'interdiction de pêche et de vente des coquillages est levée sur la Bretagne Sud. C'est une bonne nouvelle. Tout au moins, cette interdiction est levée en partie. En effet, les moules, qui présentent toujours un fort taux de toxicité, sont encore interdites. Pour les autres coquillages, eh bien, vous pouvez en pêcher et vous pouvez en acheter. En baie de Quiberon, c'est la guerre de la sardine qui a repris la semaine dernière. Elle oppose les pêcheurs du Morbihan et les sardiniers de La Turballe, un port qui se trouve un tout petit peu plus au sud, en Loire-Atlantique. Les pêcheurs de Quiberon reprochent à ceux de La Turballe d'écumer leur baie et d'employer des méthodes trop radicales. Le reportage d'Henri Gallet. Devant Sens, Sète et Marseille, La Turballe est le premier port sardinier de France. La flotte est moderne, dynamique. Il y a 7 ans, les Turbalais ont été les premiers et sont encore les seuls sur cette côte à mettre en œuvre des filets pélagiques. Ces grands filets, réglables en profondeur, sont particulièrement efficaces pour la pêche du poisson bleu comme la sardine et l'anchois. La pêche se pratique avec 2 bateaux en bœuf. Pour qu'elle soit rentable, il faut attraper de la petite sardine, seule commercialisable. Et tout le conflit vient de là. En été, cette sardine trouble-faite va se réfugier dans les eaux quiberonnaises. Qu'est-ce que vous leur reprochez au juste, Turbalais? On leur reproche le fait de venir dans une zone extrêmement sensible et non seulement de pêcher de la sardine, mais de pêcher du poisson beaucoup plus noble tel que le bar, la dorade, le rouget, et puis de détruire finalement le poisson immature qui est en quantité importante en baie et de réduire à néant donc le travail des côtiers habituels qui ne sont pas du tout les sardiniers, qui sont des ligneurs et des caseilleurs. Autre problème pour les Turbalais, la commercialisation de la grosse et moyenne sardine. Les acheteurs ne se bousculent pas à la criée. À 2,20 francs le kilo, le poisson est retiré de la vente pour être détruit. 2,20 francs, c'est l'indemnité que perçoivent les bateaux. Cela rembourse tout juste le gasoil. Et à ce prix, pour le patron et l'équipage, c'est 8 heures de travail sur l'eau pour rien. Pour rien, sauf pour les mouettes. 3 tonnes de sardines ici qui n'ont pas trouvé preneur au court plancher et qui retournent à la mer. Donc pêcher de la petite sardine est devenu une affaire de survie pour la flotte turbalaise. Il faut savoir que la sardine se pêche où il y a de la sardine à pêcher. Que c'est une pêche qui ne détruit pas, qui ne compromet pas les stocks. Et par conséquent, il faut laisser les pêcheurs pêcher la sardine où il y en a à pêcher. Il faut se mettre bien d'accord. Est-ce que ce métier a des dangers, présente certains dangers? Vous avez constaté vous-même, vous êtes allé en mer, vous avez vu ce que capturent les pêcheurs de la Turballe. Et c'est par là qu'il faut commencer, pour qu'une fois pour toutes, on puisse pêcher la sardine où elle est et pas essayer de nous envoyer pêcher la sardine où il n'y en a pas. Difficulté de faire cohabiter 2 techniques de pêche différentes. Les Turbalais sont bien décidés à prendre la sardine là où elle se trouve et avec leur pélagique. L'administration, à la demande des Quiberonnais, verbalise de 15 jours à 6 semaines d'interdiction pour les bateaux pris en train de pêcher sur les zones interdites. Pour l'instant, personne ne voit d'issue au conflit. Le seul vainqueur, la sardine italienne, importée en grande quantité pour alimenter nos conserveries. Le sport maintenant, avec l'athlétisme bien sûr, les championnats du monde. Il pleut à Helsinki et cette pluie perturbe les épreuves. Exemple, le saut à la perche, dont c'était les qualifications cet après-midi. Vous avez pu les suivre sur Antenne 2, vous avez vu qu'il pleuvait. Les qualifications, donc, c'est une épreuve, normalement, la perche, pardon, où les Français devraient briller particulièrement. Pour l'instant, avant l'interruption, car l'épreuve a été interrompue par la pluie, avant l'interruption, Abada et Quinon avaient franchi 5,30 m. Vigneron avait échoué à cette hauteur, mais seulement à son premier essai. Il gardait donc toutes ses chances. Les qualifications devraient reprendre demain matin à 8 h. Il y a eu tout de même d'autres épreuves dans la journée. Certaines se sont déroulées normalement et on a remarqué une bonne performance française avec Joseph Mahmoud qui termine 4e de l'épreuve du 3000 m steeple.
Alain Vernon commande cette course. Après son excellente demi-finale, Joseph Mahmoud, 27 ans, dossard numéro 265, vous venez de le voir, portait donc les espoirs français au départ de cette finale du 3000 mètres steeple. C'est l'un des favoris, le Finlandais Ekblom, qui joue le rôle de lièvre. L'allure est vive d'entrée, mais le record du monde du Kenyan Henri Rono ne sera pas battu. Joseph Mahmoud est là, et dans la dernière ligne droite, alors que l'Allemand de l'Ouest Patrice Ilg s'envolait vers la victoire, on se demande soudain si Joseph Mahmoud, en maillot bleu au fond, ne va pas terminer troisième et monter sur le podium, puisque vous venez de le voir, l'Américain Henry March, on va le voir revoir en ralenti, bien revenu et sans doute victime de la fatigue, tombe sans entraîner. Heureusement pour lui, le Polonais Maminski qui terminera deuxième, mais malheureusement, peut-on dire aussi pour Mahmoud, qui ne termine que quatrième, mais le record de France, le premier de ces championnats du monde, est bien battu. Quant à Patrice Ilg, déjà champion d'Europe à Athènes, il décroche logiquement le titre mondial. En voile, la course du Figaro touche à sa fin. Elle arrivera normalement dans la soirée à La Baule. C'est Lionel Péan qui est toujours très bien placé pour remporter cette course en solitaire. En automobile, les premiers essais du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 qui se court à Zeldweg. Nouveau doublé de Ferrari dans ces essais, c'est en effet René Arnoux qui a réalisé le meilleur temps donc sur Ferrari, devant Patrick Tambay sur Ferrari et Alain Prost sur Renault. La suite des essais demain. La météo, donc maintenant, je me tourne vers Alain Gillot-Pétré. Quel temps en France et à Helsinki aussi? Quel temps fera-t-il? Est-ce qu'il va continuer à pleuvoir, Alain? Je vais vous faire ça tout de suite. En attendant pour nous, s'il faisait beau demain, oui, il fera beau. Regardez la photo satellite, nous allons avoir un pas trop mauvais week-end. Vous voulez voir Helsinki? Attendez, Helsinki, c'est là. Vous voyez tous ces nuages? Ce sont les perturbations qui sont rejetées par l'anticyclone des Açores sur la Scandinavie. Et donc, voici le mauvais temps qui est revenu de la Norvège à la Suède et à Helsinki. Et je crains que demain, il y en ait encore, parce que, vous voyez, il y a encore cette petite réserve qui va arriver sur la Finlande. À noter que le verglas a refait son apparition, mais tout à fait au nord. Pour nous, c'est du grand beau temps, après dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Voici la photo de cet après-midi, c'est la photo que nous aurons à peu près demain. Simplement, ce mauvais temps-ci va glisser progressivement sur le nord-est du pays, donnant quelques nuages d'altitude. Il y aura des nuages plus importants sur la Manche, encore un petit reste orageux sur la Corse, et une perturbation qui est en train de se creuser devrait arriver dimanche soir et surtout lundi sur la moitié ouest du pays. On récapitule tout ça sur les cartes maintenant, les cartes pour samedi et dimanche. Donc attention aux brumes, brouillards, nuages bas demain matin partout, qui devront se dissiper relativement vite pour laisser la place au soleil, nous dit la météo nationale. Mais, je vous le disais, possibilité encore de quelques nuages orageux en Corse, davantage de nuages sur les côtes de la Manche, ça s'améliorera en fin de journée, et le glissement de quelques nuages d'altitude sur les frontières du nord et du nord-est. Dimanche, sachez que dimanche soir, il y a cette zone orageuse qui va progressivement arriver sur les côtes de l'Atlantique. Nous les retrouverons, ces orages, lundi, bien sûr, disons, en début de journée sur le tiers ouest du pays, puis en fin de journée sur la moitié ouest de la France, mais avant, après dissipation des brumes et brouillards, ce sera encore et toujours du beau temps. Donc dans l'ensemble, ce n'est pas trop mauvais. Les températures, quant à elles, bien voici ce que nous allons avoir. Elles seront à peu près stationnaires pour tout ce week-end. Cela va de 20 degrés, ce qui n'est pas froid, au nord-ouest, à 30 degrés à Marseille, 25 à Paris, 22 à Lille, 24 à Strasbourg, 25 à Bourges, 27 à Bordeaux, 25 à Biarritz, 29 à Ajaccio, 29 à Perpignan. Demain, c'est le samedi 13 août, ça porte bonheur, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h41, couché 21h09, et vous fêterez avec tout le monde la Saint-Hippolyte, Hervé. Bien sûr, mon cher Alain, merci beaucoup. Fin de cette édition du journal. Les prochains rendez-vous avec l'information. D'abord, ce soir, un peu avant 23h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Béchler. Et puis demain, avec Noël Mémère pour Antenne de Midi. Pour ma part, je vous retrouverai pour le journal de 20h. Passez une excellente soirée.